Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, une invitée aujourd'hui, Bleuette Diotte, qui a écrit un livre. Nous allons en parler en sa compagnie. Elle a écrit La genèse de l'humanité, histoire secrète des civilisations. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Bleuette Diotte, bonjour, merci d'être avec nous. Bienvenue dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Oui, bonjour Alain, bonjour à tous les auditeurs. Alors, nous nous retrouvons parce que vous avez écrit un livre, le dernier en date, La genèse de l'humanité, histoire secrète des civilisations. Quelle est la trame générale de ce livre ? Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que ce livre va se décomposer en 3 volets. Donc ça s'appelle La genèse de l'humanité, donc ça parle en règle générale de l'homme en lui-même, c'est-à-dire l'émergence de l'homme, mais une émergence un peu particulière, c'est-à-dire que pour moi, l'homme ne serait pas issu, on va dire, du fruit, on va dire, comment on pourrait se dire ça, d'une évolution naturelle. Et à mon avis, il y a un dessein intelligent qui a fait que notre espèce est un petit peu particulière. Donc voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle La genèse de l'humanité, qui va donc se décomposer en 3 parties. La première, c'est l'émergence de l'homme qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, il y a 2-3 mois. La deuxième partie qui va s'appeler Les dieux civilisateurs, qui va sortir aux alentours de Noël. Et pourquoi les dieux civilisateurs ? Parce que je suppose que, comme beaucoup qui adhèrent à la théorie néo-évémériste, je pense, moi, qu'à un moment donné de notre histoire, et peut-être même à plusieurs moments, une civilisation venue des étoiles, donc comme le disent les textes fondateurs, serait venue de l'espace et aurait colonisé la Terre et certainement nous serions le fruit d'une hybridation génétique. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai appelé les dieux civilisateurs. Et la troisième partie qui sortira au printemps, alors là va vraiment parler de tout ce qui a un rapport avec la science, qu'est-ce qu'elle dit actuellement, la génétique, voilà. Donc là je serai vraiment le côté moderne de la chose. D'accord. Alors justement, vous en parliez à l'instant. Certains chercheurs ou ufologues, expérimentateurs de NDE, alors je cite Nicole Dron parce qu'elle est revenue avec une information très précise sur le sujet, nous disent qu'il y aurait eu dans le temps, des temps très reculés, des interventions extérieures qui auraient justement ensemencé la Terre et fait des manipulations génétiques. Vous êtes donc d'accord avec ça ? Nicole Dron me disait qu'on lui avait dit de l'autre côté, elle a fait ça une NDE en 1968, la Terre a été ensemencée. Oui, la Terre a été ensemencée. Alors, tout dépend ce qu'on veut dire par la Terre a été ensemencée, parce que c'est vrai que les textes, on va dire, en parlent, des textes sumériens fondateurs parlent plus ou moins de ça, en disant qu'à un moment donné, il y a 4 milliards d'années, donc ça remonte à très très loin, à un moment donné, on va dire un astre, un objet céleste aurait heurté la Terre. Cet objet céleste, ce serait Nibiru, qui a été éjecté de notre système solaire, comme le sont les planètes voyageuses, et que en collisionnant la Terre, elle aurait ensemencé la Terre, c'est-à-dire que s'il y avait quelque chose dessus, les premières briques de la vie, les premières briques moléculaires, etc., elles se seraient mélangées. Donc ce qui fait qu'à la limite, on aurait à peu près la même forme de vie sur une autre planète que la nôtre. Donc on pourrait parler de qui a été ensemencé. Maintenant, il y a d'autres façons de voir les choses. Pour moi, ensemencer la Terre, c'est peut-être aussi les astéroïdes, les comètes. Elles véhiculent dans l'espace
ce qu'on appelle les briques moléculaires, hein, c'est-à-dire vraiment les briques de la vie. Donc quand elle tombe sur une planète, si cette planète est habitable, la vie va naître spontanément. Voilà, donc pour moi, c'est une façon d'ensemencer la Terre. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une possibilité qu'on aurait ensemencé ou manipulé génétiquement certains individus par des extraterrestres venus d'ailleurs, évidemment. D'ailleurs, on en parle dans les tablettes sumériennes, plus ou moins. Ah bah oui, tout à fait. Oui, ça c'est certain que bon. Alors il n'y a pas que les Sumériens qui en parlent, hein, parce que tout ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être certainement les textes qui en parlent le mieux. Alors il est un fait qu'il est dit qu'à un moment donné, le dieu Enki, hein, le dieu qui était le dieu de la connaissance, le dieu de la sagesse, celui qui est censé avoir créé l'homme, hein, dans ces textes, disent qu'à un moment donné, l'homme n'a pas été créé de rien, mais qu'il a été créé à partir d'un savant mélange de sang, et que, disons que l'image des dieux aurait été apposée sur la créature primitive. Et ça, les textes anciens en parlent, ça c'est certain. Donc voilà, après il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte, dans mon livre j'expose toutes les raisons pour lesquelles j'adhère à cette théorie. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a énormément. Il y a plein de choses, hein. On va parler déjà de l'homme lui-même, c'est-à-dire l'hominidé, pourquoi il s'est redressé, pourquoi il est devenu bipède, pourquoi il est droitier, pourquoi certains gènes sont apparus spécifiquement chez nous et pas chez d'autres espèces, etc. Il y a tout un tas de choses comme ça. Pourquoi les livres, les textes fondateurs parlent toujours des dieux venus des étoiles, pourquoi on parle de hiérogamie, voilà, il y a plein de raisons qui font que j'ai adhéré à cette théorie, et je les expose dans les 3 livres successifs de la jeunesse de l'humanité, parce qu'il y en a vraiment très long à en dire. Il n'y a pas une preuve, il n'y a pas une raison, il y a un faisceau de coïncidences entre guillemets qui font qu'on arrive à cette théorie. Et par exemple, mon livre est préfacé par un généticien, par un docteur en biologie moléculaire qui s'appelle Pietro Buffa, que je salue au passage d'ailleurs. Et c'est vrai que ce docteur en biologie moléculaire, ce généticien donc, est arrivé aux mêmes conclusions par 2 voies parallèles. C'est-à-dire lui, par le biais de la génétique, de son travail à lui, moi par le biais de l'archéologie, le biais de la philologie, c'est-à-dire de l'étude des textes, et par le biais de la paléontologie. Et on est arrivé, en suivant 2 chemins différents, aux mêmes conclusions. Exactement. Et quand on a confronté nos travaux, on s'est dit, c'est pas possible, c'est presque incroyable d'être arrivé vraiment aux mêmes conclusions, et par 2 biais complètement différents. Voilà pourquoi il a préfacé mon livre, et voilà pourquoi on donnera très certainement aussi à Valençol, très certainement l'année prochaine, très certainement une conférence tous les 2 ensemble. D'accord. Voilà. Alors, que pensez-vous de la diversité humaine? On va pas parler de la diversité animale, mais humaine. Il y a quand même des individus qui sont très différents. Les Africains sont quand même très différents des Chinois. Il y a des pygmées, il y a les races, la nôtre, européenne. Enfin bon, c'est quand même très diversifié. C'est quand même très étrange tout ça. Alors voilà, il y a 2 façons de voir les choses, parce que c'est vrai qu'en tant que généticien, on va dire que nous, on est... Oui, c'est vrai qu'il y a des races qui sont différentes, mais au niveau de la génétique, on l'accepte même plus. C'est-à-dire qu'on est vraiment presque tous semblables. Nos gènes sont tellement presque identiques, je dirais presque, parce qu'il y a quelques petites nuances. C'est vrai que par exemple, vous prenez les Européens, les Asiatiques, nous avons 2 à 4% de gènes néandertaliens, alors que les Africains ne l'ont pas. Parce que forcément, les Néandertaliens avaient investi l'Europe. Voilà. Donc il y a des petites nuances, mais ces nuances sont tellement infimes qu'on peut parler d'une race mondiale, hein, dont on est humain avant toute chose. Mais maintenant, il y a des petites nuances, des petites différences. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle des gènes récessifs, qu'on appelle des allèles exactement, et qui font que, en fonction, par exemple, des changements de climat, des changements de nourriture, des accidents génétiques, il va y avoir des changements qui vont faire que l'être humain, et les animaux aussi d'ailleurs, vont s'adapter
vont s'adapter au climat. Déjà, la première chose va s'adapter à la nourriture qu'il va avoir. Et voilà, donc ça va apporter quelques nuances. Pourquoi on aura la peau plus noire ou les cheveux roux. Par exemple, les yeux bleus sont nés il y a 10 000 ans. Hein. On sait que c'était d'un individu qui vivait au bord de la mer Noire. Il avait les yeux bleus. Ce gène va se retrouver chez des gens qui sont un petit peu de sa lignée. Et qui va. Mais avant cette période-là, aucun homme n'avait les yeux bleus. Et c'est ce qu'on appelle ça des gènes récessifs. Voilà ce qui va apporter les nuances, mais c'est pas ça qui va expliquer le dessin intelligent qu'il y a pu avoir pour fabriquer l'homme, on va dire entre guillemets. Vous pouvez dire intelligent, parce que c'est quand même une petite Oui, alors là il y a plein de choses comme ça, c'est-à-dire par exemple se dire pourquoi notre espèce, par rapport à tous les hominidés qu'il y a eu sur Terre, notre espèce est la seule qui ait survécu. Et pourquoi nous ? Ouais, c'est sûr. Alors, où et comment avez-vous trouvé les éléments d'information pour écrire ce livre ? Alors là, c'est 10 ans de recherche déjà. Donc voilà. Alors le berceau de l'humanité, c'est certainement l'Afrique. Ça, on va pas revenir dessus, c'est certain. Là, c'est l'Afrique, c'est certain. Mais le berceau de la civilisation, des proto-civilisations qui ont servi à écrire mon livre, c'est-à-dire à dire où est-ce que l'homme a complètement changé. Enfin, il y a plusieurs périodes, mais certainement au néolithique, qu'on va appeler la révolution néolithique, le Big Bang du cerveau, c'est l'Anatolie, c'est les monts du Taurus, de Zagros, la Mésopotamie, c'est-à-dire vraiment le croissant fertile. Et c'est vraiment le domaine de prédilection au niveau de mon travail. C'est vraiment cet endroit du monde qui est très particulier parce que c'est là que va naître la sédentarisation, l'agriculture, la domestication. C'est là qu'on va trouver les premières steppes herbacées qui vont donner le blé qui lui-même va donner naissance à d'autres céréales, d'autres légumineuses, etc. Mais voilà, c'est un endroit très particulier et cet endroit-là, c'est là aussi où on va trouver le premier temple de l'humanité qui s'appelle Göbekli Tepe, qui est en Anatolie, vers la frontière syrienne, près d'une ville qu'on appelle Saint-Liorfa. Et ce temple, non seulement c'est le premier, mais c'est un des plus mystérieux temples parce que on a vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est que je pense que les Sumériens, c'est très certainement de cet endroit qu'ils parlent dans les textes quand ils parlent du mont Doukou, cette montagne sacrée où les dieux s'étaient établis pour pouvoir donner la connaissance aux hommes. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que j'explique dans mon livre qui pourraient éventuellement faire penser à ce temple de Göbekli Tepe qui se trouve lui-même sur une colline. Hein, si on a peut-être l'occasion, on en reparlera un peu tout à l'heure, j'espère. Et voilà, donc c'est l'Anatolie, c'est le croissant fertile qui vraiment que j'ai beaucoup étudié et qui a donné vraiment l'essence de mon livre. Bleuette Diotte, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. C'est la deuxième partie de la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Bleuette Diotte pour la parution de son livre « La genèse de l'humanité, histoire secrète des civilisations ». Alors vous vous appuyez sur de nombreuses preuves archéologiques et sur les textes anciens. Vous avez d'autres exemples ? D'autres exemples par rapport au temple dont on parlait à l'instant. Oui, alors effectivement, je ne cite pas évidemment que le temple de Göbekli Tepe parce que bon là, je pense par exemple à la tour de Jéricho, par exemple, à Jéricho étant une des plus vieilles villes qui existent, mais la tour de Jéricho est très longtemps restée dans l'idée des archéologues qui avaient fouillé dans les années 60. Comme Kathleen Kenyon par exemple, de dire ils ont été tellement influencés par la Bible qu'ils ont pensé que ça n'était qu'une tour défensive. Mais plusieurs archéologues sont revenus un peu sur la question et j'ai beaucoup étudié aussi ce sujet-là, se dire est-ce que vraiment la tour de Jéricho est simplement une tour défensive. Alors il faut savoir
que c'est l'influence de la Bible, bien sûr, en disant que on connaît tous le passage de Josué, quand les Hébreux tournent autour de la ville, ils soufflent dans les trompettes les murs vont s'écrouler, voilà. Donc on a vraiment. Mais il faut savoir qu'à cette époque précise où les Hébreux étaient donc tournés donc autour de cette ville. Dans le passage de Josué, la ville avait déjà été abandonnée. Elle sera occupée après, mais à cette époque-là, elle était complètement abandonnée. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour quelles raisons, nous le savons. Il y a eu une sécheresse vraiment très très importante, ce qui fait que la ville... donc, il faut enlever l'idée que cette tour était une tour défensive. Donc c'est vrai que c'est la tour de Jéricho et la tour la plus haute qui va être construite par l'homme, la toute première. Elle n'est pas immense, mais pour l'époque, c'est-à-dire vraiment des derniers chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire vraiment le néolithique. On n'est pas encore sédentarisé, donc il y a une raison précise pour laquelle cette tour a été dressée. Et quand on compare bien cette tour, c'est-à-dire qu'on voit cet escalier qui est à l'intérieur, au pied duquel on a trouvé des ossements, notamment des squelettes acéphales par exemple, privés de tête, on se rend compte que cette tour, elle est quand même conique, elle est plate au-dessus, etc. Et quand on la compare bien, et là j'en ai longuement parlé dans mon livre, avec les tours, ce qu'on appelle les tours du silence en Iran, qu'on appelle les dakmas, on se rend compte très certainement que cette tour avait un but particulier, c'était déjà ce qu'on appelle l'inhumation céleste, c'est-à-dire qu'on mettait les cadavres sur le toit de la tour pour pas qu'elle soit en contact avec le sol qui était la terre, l'eau, le feu et l'eau étant des éléments sacrés, ça les souillait. Donc on va retrouver tout le zoroastrisme là-dedans. Et donc je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, que la tour de Jéricho était très certainement la toute première tour du silence, la première dakma, et où les vautours, les rapaces venaient décarniser, on va dire décortiquer les chairs des cadavres. Voilà, donc alors ça paraît pas important si on le veut, mais c'est vrai que c'est important de penser qu'on avait déjà ce rituel particulier déjà à cette époque, c'est-à-dire il y a moins 10 000 ans. Donc ça paraît très très vieux puisqu'on pensait que ce rituel de décarnisation était beaucoup plus récent. Donc on se rend compte que c'est beaucoup plus vieux et à la suite de ça on va se rendre compte que ça va bouleverser notre façon de voir nous archéologues, c'est-à-dire on pensait que par exemple tous les cadavres qu'on avait retrouvés à Jéricho étaient certainement morts dans des cadres de bataille, de violence. Or ce n'est pas du tout le cas. On a très certainement affaire à autre chose, par exemple très certainement des sacrifices humains et voilà, il y a tellement de choses à en dire que en une heure j'aurais absolument pas le temps de tout raconter, mais c'est vrai que je parle beaucoup des crânes surmodelés, c'est-à-dire qu'on a vraiment une vénération pour le crâne à ce moment-là. Et pourquoi à ce moment-là précis, c'est-à-dire il y a moins 10 000 ans, eh bien, on va se rendre compte d'une chose dont je parle beaucoup dans mon livre et qui me paraît très très importante, c'est que à partir des premiers hominidés, donc vraiment il y a moins 6 millions d'années à peu près, donc quand on va partir des tout premiers jusqu'à Homo sapiens, je dirais pas actuel, mais Homo sapiens archaïque, c'est-à-dire à moins 30 000 ans. Donc, on va se rendre compte que l'encéphalisation, c'est-à-dire le crâne, va aller en grossissant, en se développant, sans arrêt, tout le temps. Il y aura cette continuité qui va faire que le crâne et il y a moins 10 000 ans, on va avoir un effet inverse qui va se produire. Et au lieu de continuer à grossir, il va devenir soudain, non pas dolicocéphale, mais brachycéphale, c'est-à-dire qu'il va devenir petit et rond comme notre boîte crânienne de maintenant. C'est-à-dire qu'il faut savoir que nos ancêtres de l'âge de pierre, c'est-à-dire l'Homo sapiens il y a moins 30 000, moins 40 000 ans, avaient un crâne de environ 1650 à 1700 cm3 et qu'à l'heure actuelle il est de 1350 à 1400, c'est-à-dire à un moment donné l'effet s'est inversé et au moment où il s'est inversé nous allons connaître justement comme ce que je vous disais à Jéricho et ailleurs dans d'autres villes du croissant fertile, on va avoir cette vénération pour le crâne justement. Donc voilà, j'explique dans mon livre qu'il n'y a pas de fumée sans feu, qu'il y a une raison précise à ça. Voilà. Alors selon vous, pourquoi ces sacrifices ?
Alors pourquoi ces sacrifices? Alors là, je vais un peu spoiler mon livre, c'est terrible, parce que voilà, justement, c'est l'explication que je donne dans le deuxième livre qui n'est pas encore sorti, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une raison. Oui, alors, on pensait que, disons que, comment dire, ces crânes surmodelés, cette vénération des crânes, longtemps on a pensé que c'était un culte des ancêtres. Oui. On s'était dit, voilà, c'est le culte des ancêtres. Le problème, c'est que quand on a beaucoup étudié tous ces crânes, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de mineurs que d'adultes, beaucoup d'enfants, beaucoup de nourrissons, d'adolescents. Donc on n'est plus du tout dans le culte des ancêtres. Il y a beaucoup plus de jeunes que d'adultes même simplement qui sont morts. Donc il faut enlever cette idée fausse du culte des ancêtres. Non, ça c'est pas possible en fonction de l'âge des sujets. Donc on a vraiment des sacrifices. On a même un autel particulier où on a retrouvé du sang animal ou humain, mais de toute façon, on a vraiment un autel de sacrifice. Donc, on est certain que ce sont des sacrifices. Pourquoi ils auraient été sacrifiés? Parce que je pense que il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Si tous les gens avaient des crânes plus développés, donc une face, on va dire plus robuste, avec peut-être encore des bourrelets susorbitales, c'est-à-dire une arcade sourcilière un petit peu plus développée, des mâchoires un peu plus larges, un peu plus prognates. Et puis d'un seul coup, on va retrouver des gens avec des crânes plus petits, une face plus fine, peut-être des yeux bleus, un menton peut-être un peu plus développé, des sourcils plus plats comme les nôtres actuellement. On va avoir un bouleversement, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui sont complètement différents et qui certainement, si on admet bien sûr la théorie néo-évémériste, on va avoir des dieux très certainement sur Terre, des visiteurs, des dieux entre guillemets bien sûr. Et si ces dieux vraiment ont bouleversé la donne en nous hybridant, c'est-à-dire en donnant leur gène aux individus qui étaient là, si vraiment ça a changé, comme je le pense, la taille du crâne chez l'homme, il est certain qu'ils ont peut-être sacrifié les premiers hybrides, peut-être. C'est difficile de répondre à cette question, mais je pense que si ces hybrides étaient très très différents, il y a deux solutions. Soit ils les vénéraient, soit ils les craignaient, ils les rejetaient. Dans un cas comme dans l'autre, peut-être que soit ils les vénéraient et qu'ils les idolâtraient, donc ils gardaient leur crâne comme peut-être, je sais pas, d'objets de vénération, soit au contraire, ils refusaient ça. Alors là, ils les sacrifiaient parce qu'ils n'acceptaient pas peut-être au départ, ils n'ont peut-être pas accepté cette différence, voilà. Donc maintenant, il y avait peut-être aussi eu les deux cas de figure, c'est ce que je pense d'ailleurs, et c'est ce que j'essaye d'expliquer très longuement dans mon livre, mais je peux pas quand même tout dévoiler maintenant. Non. Sinon, il n'y a plus d'intérêt de le dire. Oui, évidemment. Mais je pense qu'on a eu les deux cas de figure, et c'est certainement ce qui explique l'enfouissement volontaire de Göbekli Tepe. C'est-à-dire que Göbekli Tepe, à un moment donné, il y a moins 8000 ans, il a été volontairement enfoui sous des mètres cubes et des mètres cubes de terre et de gravats. Ça, on le sait. Et on se demande toujours pourquoi. Parce qu'on a avancé plusieurs théories, mais il faut se dire qu'à un moment donné, Göbekli Tepe, c'est vraiment, pour moi, l'endroit où on vénérait les crânes, ou l'endroit où on vénérait les dieux. De toute façon, il est certain qu'à Göbekli Tepe, on a retrouvé des crânes surmodelés, des crânes qui ont été travaillés. J'en parle aussi dans mon second livre. J'explique bien tout ce qu'on a retrouvé, les dernières retrouvailles qu'on a fait récemment. Et il est certain que Göbekli Tepe est un endroit particulier parce que je pense qu'on avait une forme de caste, une caste de prêtres initiés. Déjà à cette époque, qui connaissaient tout ça, très certainement. Et je pense qu'à un moment donné, quand l'homme est vraiment devenu presque indépendant, qu'il avait acquis la sédentarité, qu'il avait acquis les bases de l'agriculture, il commençait la domestication, donc il y a moins de 8000 ans, à ce moment-là, il n'a plus eu besoin peut-être des visiteurs, il n'a plus eu besoin de ces dieux qui avaient une mainmise sur ces gens-là. Et je pense que c'était un peu leur façon de rejeter
c'est Dieu, de se dire ben voilà, maintenant moi je veux ma liberté, nous maintenant en tant qu'hommes, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont très certainement enfui Göbekli Tepe pour justement refuser cette religion et partir d'un pied neuf, et se dire non maintenant nous on veut notre liberté. Je l'explique tellement sommairement que c'est un petit peu compliqué, mais je l'explique en long et en large, c'est qu'il faut plusieurs chapitres pour pouvoir expliquer ça vraiment en détail, parce que c'est vrai que c'est pas en 10 minutes comme ça qu'on va pouvoir expliquer des choses aussi subtiles, aussi complexes. Voilà, c'est tellement complexe que ça demande énormément de temps, de pages de livres pour pouvoir l'expliquer. Quand vous parlez des dieux, vous pensez à des extraterrestres? Oui, quand je dis les dieux, attention, hein. Alors il faut bien se mettre à leur portée à eux. Ouais. Ces hommes qui étaient archaïques, qui étaient des derniers chasseurs-cueilleurs, qui avaient vraiment une technologie vraiment plus qu'archaïque. Quand ils ont dû voir arriver ces visiteurs, si on admet bien sûr la théorie Néo-Véméris, si ces visiteurs sont arrivés de l'espace avec des engins hyper sophistiqués, ils les ont pris forcément pour des dieux. Ça c'est certain. Et quand on en parle dans les textes, quand ils en parlent, ils parlent pas de visiteurs extraterrestres, ils parlent de dieux. Ce sont des dieux pour eux. Mais quand on lit bien la Bible, et quand on lit bien les textes fondateurs, quand on lit bien Enoch, on se rend compte qui viennent de l'espace. Hein. Moi, je veux dire, il y a tellement, c'est tellement évident quand on lit certains passages que voilà, on a même pratiquement des fois presque la description des vaisseaux, quoi. C'est surtout dans le livre d'Enoch, voilà, par exemple. À part le temple et la tour de Jéricho, est-ce que vous avez enquêté sur d'autres lieux? Alors, bien sûr que j'ai enquêté sur d'autres lieux, oui. Alors, bien sûr qu'il y a toutes les petites villes tout autour, parce que quand on parle du croissant fertile, il est certain que Jéricho, par exemple, il y a son pendant qui s'appelle Ain Ghazal, par exemple. Donc, ce sont toutes des petites villes, villes entre guillemets, hein, ce sont des hameaux évidemment, mais pour l'époque, on appelait ça des premières petites cités, des cités pré-agraires. Donc voilà, donc j'ai enquêté bien sûr autant bien à Tel Ramad, à Tel Aswad, à Ain Ghazal. Alors ça me parlera peut-être pas beaucoup aux gens parce que ce sont des cités qui sont assez peu connues. Quand on parle de Caramel, c'est peu connu, mais pourtant chacune de ces petites villes a une importance capitale parce que on voit naître, par exemple, sur certaines tablettes, ce qu'on appelle une proto-écriture. Donc ces proto-écritures vont donner naissance à l'écriture sumérienne. On en parle assez peu, mais c'est dommage parce que c'est vrai que on va avoir l'abstraction tout doucement. Par exemple, on va prendre le cas le plus connu, c'est-à-dire le bucrane. Par exemple, alors le bucrane, quand on le renverse, ça va donner petit à petit, ce signe, ce symbole va devenir de plus en plus abstrait. Et cette abstraction va finir par donner la lettre A, mais sur évidemment des millénaires, bien sûr. Hein. Mais c'est justement dans ces petites villes du croissant fertile qu'on va retrouver ces fameuses tablettes où on va retrouver sur une période assez importante, déjà d'abord les premiers symboles, les premières proto-écritures moins abstraites, et on va les retrouver de plus en plus abstraites, ce qui va vraiment nous permettre de comprendre qu'on a vraiment affaire à des proto-écritures. Et quand on prend Göbekli Tepe, je pense, et je suis pas seul à le penser, parce que par exemple Klaus Schmidt, qui est le découvreur, on va dire, de Göbekli Tepe, parle de premiers, on va dire, hiéroglyphes néolithiques. Hein. Donc ce ne sont pas les hiéroglyphes comme on va trouver en Égypte, bien sûr, mais hiéroglyphes dans son sens écriture sacrée. Et là, certains symboles qui sont gravés sur les piliers peuvent faire penser à des symboles, une espèce de proto-écriture qui a certainement un rapport avec le sacré, très certainement. Voilà, donc j'ai étudié bien sûr Çatalhöyük, évidemment, hein, qui est la plus grande ville du croissant fertile. Çatalhöyük, et bien sûr, ça va être la première ville où on va trouver vraiment les greniers à blé. On a trouvé énormément de choses, des statuettes, on a trouvé des bucranes, on a trouvé énormément de choses à Çatalhöyük qui vont nous permettre de comprendre un petit peu
tout ce qui a pu se passer à cette époque-là, par exemple, pour amener vers l'agriculture, pour amener vers la sédentarisation. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont très 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 intéressantes à travailler et à étudier dans le croissant fertile. Bleuette Diotte, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. C'est la clé du mystère, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Bleuette Diotte pour la parution de son livre « La genèse de l'humanité, histoire secrète des civilisations ». Est-ce qu'on a retrouvé des gravures, des sculptures qui pouvaient représenter, par exemple, une croyance sur un autre monde, disons, qui pouvait faire penser à l'au-delà? Qui va faire penser à l'au-delà. Oui. Alors... tout dépend ce qu'on appelle l'au-delà. Voilà. Et la vie après la vie. Hein. Alors, la vie. Donc, pour l'homme du néolithique, l'au-delà, il n'est pas dans le ciel, il est sous terre. Là, on en est certain, puisque de toute façon, on a tout ce qu'on appelle, par exemple, on sait par exemple qu'à Göbekli Tepe et ailleurs, hein, dans Croissant Fertile, Oui. on va avoir des animaux qui sont gravés sur les piliers, sur les bas-reliefs, en ronde-bosse, etc. Et on a notamment tous les animaux cnoniens, c'est-à-dire qui sont de l'inframonde, c'est-à-dire sous terre, hein, le scorpion, l'araignée, le serpent, etc. Donc, on va les retrouver à peu près partout. Et ils sont vraiment le symbolisme même de la mort, de l'inframonde, de tout ce qui va sous terre. Mais ce qui est étonnant et ce qui est vraiment très intéressant donc à Göbekli Tepe justement par rapport à ce temple et tous ces animaux qui sont vraiment ce qu'on appelle des animaux ctoniens, c'est-à-dire qui vont vraiment avoir un rapport avec la mort, ils sont toujours accompagnés d'animaux qui, eux, représentent la vie, le ciel, la renaissance. Voilà, c'est ça. On n'a jamais la mort toute seule. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Voilà, exactement. On est toujours accompagné avec les oiseaux, d'autres animaux comme ça qui symbolisent la vie, au contraire. Hein, donc, voilà. Et sans parler de tous les symboles sexués, même, qui rappellent exactement la naissance, la fécondation, etc. Donc, ce temple a ça de précis, c'est que on a un temple funéraire, oui, puisqu'on a rapport avec la mort, mais ce temple est aussi un temple de fécondation, la chambre de création, comme le disaient les Sumériens, et on a un rapport avec la vie, quoi. La mort et la vie, pour eux, ça va. Et quand on reprend bien tout ce qui, par exemple, le livre des morts, par exemple en Égypte, etc. Et on va garder, cette continuité dans la culture va faire que en Égypte aussi, on aura toujours ce passage dans la barque qui va de l'Ouest à l'Est, la mort et la renaissance, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que la vie, c'est non seulement un cycle éternel, mais là, je pense que ça va beaucoup plus loin à Göbekli Tepe, dans le sens qu'on a certainement une façon de symboliser la mort de l'homme primitif pour aller vers la naissance de l'homme moderne. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est-à-dire que ce symbolisme de mort et de vie, c'est vraiment la naissance des hybrides, c'est-à-dire la naissance de l'homme. Moi, c'est vraiment la sensation que j'en ai. Et quand on parle de hiérogamie, de mariage sacré. Le mariage sacré, c'est ça finalement. C'est la mort, mais c'est la renaissance. À travers le mariage sacré, on a vraiment, par exemple, l'épopée de Gilgamesh. Les gens ne la connaissent peut-être pas sous cette forme, mais c'est vrai que l'épopée de Gilgamesh parle vraiment d'Enkidu, c'est-à-dire le sauvage, le primitif. Ce Enkidu va avoir un rapport sexuel avec la courtisane qui va lui donner ses charmes, et à partir du moment où il va avoir un rapport sexuel avec la courtisane, il va complètement se transformer. Déjà physiquement, il va avoir, le texte le dit, il a la peau glabre, il est complètement différent, et la courtisane lui dit, ben voilà, maintenant tu es beau Enkidu, maintenant tu es comme les dieux. Tu as la peau glabre, tes oreilles entendent ce que je dis. Ça veut dire que ce rapport sexuel, c'est vraiment le rapport lui-même qui va modifier le primitif en homme moderne. Et je pense que tout ce qu'il y a
à Göbekli Tepe exprime cette façon de voir les choses, mais de façon symbolique. Je pense que c'est simplement en comprenant les symboles qui sont tout autour, hein, c'est tous les symboles pris les uns avec les autres, et moi je vais même beaucoup plus loin en comparant avec ce qu'on appelle les kudurus, c'est-à-dire les bornes, les stèles sacrées de l'époque cassite, donc à Babylone, et on va retrouver exactement sur ces kudurus, on va retrouver la même épigraphie, on va dire, la même iconographie, les mêmes symboles de Dieu, les symboles anthropomorphes des animaux qui sont gravés sur ces stèles vont rappeler celles de Göbekli Tepe. Donc on va retrouver le serpent, on va retrouver le scorpion qui va dominer la composition un peu comme sur le pilier 43 de Göbekli Tepe. Donc voilà, il y a pas de fumée sans feu. On a une continuité dans l'évolution du savoir, c'est absolument extraordinaire. Mais est-ce qu'on a des informations assez précises, assez claires sur, par exemple, la mort du corps et le passage dans l'au-delà de l'esprit? Est-ce qu'on peut en déduire selon ce que l'on peut trouver justement comme information, comme gravure? Est-ce que c'est intéressant ça? Ça viendra, mais plus tard. C'est-à-dire que effectivement, le problème de l'âme qui va monter au ciel, etc., tout ça, on le retrouve, mais alors là, on va le retrouver en Mésopotamie beaucoup plus tard. Mais l'homme du néolithique est beaucoup plus pragmatique et on n'a pas encore cette notion d'âme. La notion de l'âme elle-même viendra beaucoup plus tard. Et il est certain qu'au néolithique, l'homme est pragmatique. Vraiment, il ne dépend que ce qu'il voit. Tout le reste, on n'a pas encore ça à ce moment-là. Mais bien sûr qu'en Mésopotamie, ça va arriver, oui, effectivement. Après, on va avoir un rapport avec des démons, on va avoir l'âme qui va monter au ciel et qui, par palier, va se déshabiller, etc., de tous ses péchés. Donc, ça va venir beaucoup plus tard. Oui, parce que je suppose qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas l'esprit déformé comme on l'a ici en Occident, à notre époque. Et je suppose que ces gens-là faisaient des décorporations très facilement. Alors là, ça c'est possible, mais alors là, moi, je reste vraiment dans le côté, on va dire, plus pragmatique des choses. Alors peut-être, hein, mais maintenant, ça, parler peut-être d'une forme de chamanisme. Oui, c'est ça. C'est pas prouvé. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. C'est possible qu'il y ait eu déjà des chamans, c'est possible, puisque il y a des choses qui pourraient le faire penser effectivement. Maintenant, dire que il y a eu des décorporations, on n'a pas de preuves puisqu'on n'a pas de texte. Voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes l'absence textuelle fait que on n'a pas de source écrite pour pouvoir avancer ou certifier des choses comme ça. Maintenant, c'est pourquoi pas. Moi, je dis pourquoi pas. Si on en est capable aujourd'hui, peut-être qu'on en était capable avant, mais ça, je n'ai pas la preuve formelle de ce que j'avance là. On peut par exemple avancer une chose, c'est que bon, oui, à Göbekli Tepe, on s'est rendu compte que on a inventé la bière. Donc, on était persuadé que c'était les Sumériens et on s'est rendu compte qu'à Göbekli Tepe, il y avait déjà au néolithique la première bière qui avait déjà été inventée. Ça, bien sûr, c'est concret. Donc, on le sait. On a trouvé des dépôts pour pouvoir le savoir. Maintenant, la décorporation, ça c'est autre chose. Non, puis les personnes ne s'exprimaient pas comme on peut s'exprimer aujourd'hui. C'était beaucoup plus difficile. Oui, très certainement. Je pense que de toute façon, est-ce qu'il y avait des mots inventés à cette époque-là pour des... mais moi, mais personne ne peut l'affirmer. Personne là, à l'heure actuelle n'a pas affirmé de ce qui. Mais chose est sûre, au néolithique, on va vers le sacré. Le sacré va apparaître à ce moment-là, puisqu'on a le premier temple. Le sacré apparaît à ce moment-là. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, effectivement, il y avait déjà les déesses mères, etc. Oui. Ça, c'est sûr. Mais les déesses mères, on est plus dans le côté, le foyer, la protection, etc. Mais on n'est pas vraiment dans la religion. La toute première religion, pour moi, elle est née à Göbekli Tepe. Voilà. Donc, il faut bien différencier, je pense, ces deux termes. Et peut-être, dans ces époques antérieures, les gens vivaient les choses sans se poser de questions. Oui, très certainement. Je pense que ils étaient beaucoup plus proches de la nature, beaucoup plus en osmose avec le monde, la nature et tout ça. Oui, ça c'est certain. Je pense que on n'a pas vraiment. Bien sûr qu'il y avait très certainement des violences et des choses comme ça, puisque même à l'époque primitive, on a même l'épreuve d'un meurtre à cette époque-là, puisqu'on a un trou au milieu du crâne qui a été fait volontairement, etc. Oui, certainement. Mais je pense que
on n'avait peut-être pas du tout la même façon d'appréhender les choses. D'abord parce qu'on n'avait pas ce qui va créer chez l'homme vraiment des divergences énormes, c'est-à-dire les biens fonciers, les biens personnels, etc. Et c'est à partir du moment où l'homme va vraiment engranger du bien, des choses qui vont lui appartenir, et c'est à ce moment-là que l'homme va vouloir défendre son bien personnel, sa terre, vraiment son grain, etc. Donc quand l'homme va devenir sédentaire, quand l'homme va commencer à engranger, là l'homme va commencer à changer, et alors qu'avant il était certainement plus proches les uns des autres, et je pense que voilà, ça a modifié l'état d'esprit de l'homme, c'est à ce moment-là, très certainement. Vous dites que l'Homo sapiens, l'homme et le singe ont divergé il y a 6 millions d'années quand même. Oui, il y a 6 millions d'années, donc ça c'est vraiment la grande théorie d'Yves Campin, c'est-à-dire c'est l'Aesta Story, donc la théorie de l'adaptation au milieu, c'est-à-dire on sait que, enfin, moi je ne suis pas d'accord avec la théorie, je ne suis pas seul d'ailleurs, comme toujours. Voilà, donc pour faire très simple, en Afrique à un moment donné, donc la faille du rift s'est ouverte et elle a séparé une souche primate, donc de grands primates, qui aurait été séparée en deux clans, donc d'un côté et de l'autre, cette même souche n'aurait pas évolué de la même façon à cause du climat, c'est-à-dire les facteurs extérieurs. Donc quand ceux qui seraient restés dans la forêt seraient restés donc arboricoles, ils seraient restés des singes parce que voilà, ils étaient accrochés aux branches, ils étaient dans la forêt, ils n'avaient pas besoin de se redresser. Selon cette théorie. Et de l'autre côté, c'était beaucoup plus sec, donc on avait des savanes. Donc, selon la théorie de l'Aesta Story, donc ces singes, ces grands singes, se seraient relevés au-dessus des savanes pour voir arriver les prédateurs, pour pouvoir chasser, etc. Ils se seraient redressés comme ça en marchant dans la savane. Le petit hic avec cette théorie, c'est qu'on a retrouvé un fossile complet pratiquement à 95% qui s'appelle Littlefoot et qui est donc plus ancien que cette fameuse faille du rift et qu'on a retrouvé en Afrique du Sud. Et le problème, c'est qu'il n'a donc aucun signe d'adaptation à la savane puisqu'il était arboricole, mais s'il était déjà redressé. C'est ça le problème. Ça veut dire que la théorie ne tient pas. Et, donc il y a autre chose qui a fait que l'homme s'est redressé. Voilà, autre chose. Et c'est là que j'ai beaucoup enquêté et justement avec monsieur le docteur Pietro Buffa, j'ai beaucoup parlé avec lui de ce problème-là et je lui ai dit qu'est-ce qui a fait que l'homme s'est redressé à ce moment-là. Est-ce que tu as une idée Alors on en est venu, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup cherché et il est certain que il y a forte chance que la translocation du chromosome 2 exactement, donc c'est assez compliqué, c'est une translocation, ça veut dire que le chromosome 2A et le chromosome 2B du singe a fusionné pour faire notre chromosome A à nous. Donc voilà, cette translocation aurait fait qu'à un moment donné, l'homme se serait redressé. Mais pourquoi cette translocation est arrivée à ce moment-là? Voilà, c'est ça la grosse difficulté. Et surtout, il faut savoir que quand on a une translocation, qu'on appelle des translocations robertsoniennes, on a souvent, tout le temps, des problèmes ensuite, c'est-à-dire que quand une translocation s'opère, on a soit des problèmes vraiment médicaux importants, c'est-à-dire par exemple des pathologies lourdes, cardiaques, etc., ou alors carrément une stérilité de l'espèce. Donc voilà, nous, au contraire, cette translocation non seulement ne nous a pas apporté de pathologies lourdes, elle n'a pas, au contraire, on s'est pas éteint, puisque au contraire, elle nous a apporté un bienfait, puisque l'homme va se redresser à ce moment-là. Et en se redressant, on sait que la bipédie a apporté une encéphalisation plus importante, elle a libéré nos mains, etc. Donc on a pu créer des outils. Donc cette translocation a été extrêmement bénéfique pour notre espèce. Donc voilà, ça fait partie des sujets de recherche que nous faisons, qu'on essaye vraiment de comprendre en quoi cette translocation, déjà, qu'est-ce qu'elle nous a apporté comme bienfait, c'est assez énorme. Et comment elle a pu arriver surtout. Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il y aurait eu justement des manipulations génétiques?
Ben, nous, c'est ce qu'on pense. C'est-à-dire on pense qu'il y en a eu plusieurs. Oui. Voilà. Je pense pas qu'il y en ait eu qu'une, de toute façon. Ouais. Mais je pense que la toute première, s'il y en a eu une, c'est vraiment au moment où nous allons diverger. C'est-à-dire au moment où l'hominidé va diverger des grands singes. Voilà. Donc où on va se redresser et devenir homme entre guillemets. Voilà. Donc je pense que ça ne s'est pas fait naturellement, qu'on a eu un petit coup de pouce à ce moment-là et qu'on en aura d'autres à d'autres moments. C'est un peu long à expliquer, mais c'est vrai que là dans mon livre je parle de l'émergence de l'homme, j'essaye d'expliquer tout ça. Et dans mon troisième livre, je pense pouvoir expliquer par la science, par les gènes spécifiquement humains que nous avons, comment ils sont arrivés et qu'est-ce qu'ils nous ont apporté et pourquoi est-ce qu'ils ont pu arriver tout seuls. Est-ce que ce sont simplement des modifications de la nature? Est-ce qu'un processus d'évolution naturelle a pu faire que? Voilà. Et moi, quand on lit bien ça, quand on comprend bien tout ça, même certains généticiens sont d'accord avec ce que je vais dire, qu'il y a des choses qui, si vraiment tout est naturel, il y a des choses, ça ne tient pas la route. Il y a plein de choses qui collent pas. Bleuette Diotte, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. C'est la clé du mystère, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Bleuette Diotte pour la parution de son livre « La genèse de l'humanité, histoire secrète des civilisations ». Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter de particulier? Alors, de particulier, par rapport à tout ce que je peux dire dans mon livre, j'en dis tellement que... Voilà, donc, par exemple, je parle aussi dans mon second livre, parce que ça me paraît important, c'est de la naissance, par exemple, que quand l'homme a inventé les constellations, le zodiaque et tout ça, donc savoir que à cette époque-là, ils étaient tellement, dans leur esprit, c'était tellement évident, les dieux venaient de l'espace, que les dieux étaient des astres, vraiment étaient des étoiles. Donc ils se sont très 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 tôt penchés sur ils ont plutôt levé les yeux au ciel pour regarder les astres et les constellations. Et très tôt, ils vont inventer le zodiaque que nous utilisons toujours en astrologie. Et à travers ça, on se rend quand même vraiment compte que pour eux, il y a une coalescence parfaite entre les dieux et les astres et les objets célestes. Donc voilà, moi j'essaye vraiment de comprendre dans mon livre à quel point c'est très très important aux yeux de tous ces gens-là, de nos anciens, pourquoi il y avait une telle importance, pourquoi tous les menhirs, pourquoi tous les monuments mégalithiques, pourquoi les premiers temples, pourquoi Stonehenge, pourquoi Göbekli Tepe, Karaounj et tous ces grands sites mégalithiques, pourquoi ce sont tous des observatoires astronomiques, pourquoi ils ont des pierres de visée, pourquoi ils se sont tellement intéressés au ciel dès le départ. Donc voilà, ça fait partie aussi d'un ensemble, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, l'homme est un OGM, l'homme est un hybride, il est un hybride, d'accord, parce que des dieux sont arrivés sur Terre, mais il faut maintenant expliquer, est-ce que ça a eu un impact sur l'esprit des hommes à cette époque, de se dire, s'ils ont fait des observatoires astronomiques un petit peu partout, c'est peut-être parce que justement, ils avaient envie de savoir d'où venaient leurs dieux. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Je pense qu'il y a des rapports directs avec tout ça, quoi, je veux dire. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à tout ça. Est-ce que vous avez des projets? Alors oui, des projets, j'en ai beaucoup. Je me doutais. Alors donc déjà mon premier projet c'est de sortir mon deuxième livre là qui est quasiment achevé, je n'ai plus qu'à terminer la relecture. Donc le troisième essai qui va sortir, donc bien sûr pour parler de la science, à la lumière de la science, est-ce que nous allons pouvoir comprendre enfin pourquoi nous sommes si différents, pourquoi nous avons la parole, etc., pourquoi notre intelligence est telle qu'elle est à l'heure actuelle, etc. Donc ensuite, après ça, je vais écrire un autre essai qui va parler du Doggerland, de l'Atlantide du Nord. C'est-à-dire, je voudrais m'intéresser beaucoup à l'Atlantide, en règle générale, et surtout à l'Atlantide du Nord, c'est-à-dire le Doggerland. Et donc on sait que je suis bretonne, je suis celte dans l'âme, donc je me suis beaucoup intéressée évidemment à tous les mythes celtiques. Et je me suis demandé
d'où venaient tous ces mythes, toutes ces légendes, etc. Donc j'ai essayé justement de mettre dans un livre, j'ai commencé à vraiment à écrire tout ça, à documenter là-dessus, se dire que le Doggerland, c'est-à-dire ces terres qui étaient émergées en mer du Nord, voilà, donc il y a quelques années de ça, hein, donc après la fin de la dernière glaciation. Pourquoi ces terres ont été englouties, comment elles ont été englouties, et est-ce qu'il y avait des gens qui vivaient sur ces terres? Est-ce que c'est ça qui a pu apporter justement les mythes celtiques qu'on connaît actuellement? Alors donc ça, voilà, ça fait aussi partie de mes projets. Et puis d'écrire la suite de Sumerian Codex aussi. Oui, hein. oui, d'accord. Tant qu'à faire, voilà, donc d'écrire aussi des romans. Ouais. Et puis mon film qui devrait sortir avec donc mon associé Jean-Raymond Binet qui est en train de terminer de composer la musique du film. Ouais. Donc normalement, voilà, devrait voir aussi donc la sortie du Tertre Sacré, le film qui est adapté de mes essais. Voilà. Beaucoup de travail en Donc, perspective en tout cas. ah oui, beaucoup de travail, oui, ça c'est certain. Et puis toujours la recherche, je j'arrête pas au niveau de la recherche parce que je continue. Je pense qu'il y a des trouvailles archéologiques fabuleuses, il y en a très régulièrement. Donc je reste toujours sur le pied de guerre, hein, je vais pas arrêter. Et puis je continue d'essayer de comprendre, de collationner tout ça pour pouvoir arriver vraiment à découvrir un petit peu. Voilà, tout ça, et puis des conférences, hein, normalement. Justement, vous donnez des conférences, comment réagissent les gens lors de vos conférences? Ah, en général, ils sont contents. Alors oui, c'est-à-dire que oui, généralement, quand j'ai la chance, après d'avoir un public, des gens, des fans qui me suivent, qui sont très très intéressés, on peut en discuter après généralement, donc c'est vraiment que du bonheur. Mais la dernière conférence que j'ai donnée avait regroupé beaucoup de monde à Aix en Provence, et la conférence a été vraiment portée sur la guerre atomique qui a eu lieu pour moi en 1700 avant Jésus-Christ, et j'explique bien sûr une guerre atomique entre guillemets, hein, attention, hein, une guerre quand même extraordinaire qui est mentionnée dans plein de textes, aussi bien les textes védiques que les textes sumériens, et puis peut-être aussi la Bible avec Sodome et Gomorrhe. On a parlé de tout ça, et sincèrement, même des gens qui au départ me disaient mais c'est de la folie de dire des choses comme ça tient. Quand ils ont écouté la conférence, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit oui, finalement il y a quelque chose, il y a tellement de preuves qui convergent vers la même hypothèse que les gens sont troublés au moins troublés. Voilà. Alors pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Alors peut-être aux auditeurs, c'est peut-être de rester aiguiser leur sens critique, oui, ça c'est sûr. Oui. Rester ouvert à toutes ces choses, ne pas croire bien sûr tout ce qu'on peut dire, mais ne pas fermer non plus les écoutilles, se dire oh, non, c'est pas possible, parce que je pense que au fur et à mesure qu'on avance au niveau de la science archéologique et autres, génétique et autres, on se rend compte que ce qu'on n'imaginait pas possible le devient. Oui. Donc il faut pas se dire non, c'est pas possible. Moi je laisse toujours une porte ouverte, mais c'est pas pour autant qu'il faut croire à tout et n'importe quoi. Bien sûr. Évidemment qu'il faut bien sûr rester quand même bien sûr un peu critique, mais je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert. Voilà, garder l'esprit ouvert, ça me paraît être vraiment le plus important. Je pense que moi quand j'entends des gens qui disent non, moi je veux pas le savoir parce qu'on m'a pas appris comme ça, ou ça rentre pas dans ce que c'est dommage. C'est dommage parce que même des gens, des grands scientifiques, je pense par exemple à Albert Einstein par exemple, à un moment donné il s'est dit mais oui, on imaginait que le temps était linéaire, le temps c'était Newton, c'était vraiment, et puis quand il a étudié tout ce qui était l'espace-temps, et s'est dit ben oui, l'espace-temps n'est pas du tout ce qu'on imagine. Bien sûr. L'espace-temps, il reste relatif en fonction de la vitesse ou de la gravité, il est différent. Donc il ne faut pas toujours se dire oui, parce que ce qu'on voit, bien sûr, le temps c'est une illusion. Et ça c'est certain, et Albert Einstein le premier le disait. Donc on a l'impression que les choses sont comme ça, qu'elles sont immuables, et que forcément, mais pas du tout. Ce sont que des illusions, et qu'il faut parfois être plus vigilant que ça, se dire oui,
Et il faut être curieux, garder son esprit C'est sûr. curieux. Voilà, la curiosité, L'observation. Voilà, c'est très très important. Alors on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site? Oui, j'ai un site. Alors je sais même plus l'adresse de mon site. On tape Bleuetdio normalement sur Google et Ça sort tout seul. D'accord. On arrive sur mon site. Voilà, oui. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur votre site de manière générale? De manière générale, on a déjà tous mes livres, hein, donc la description de mes livres, je parle un peu du film, voilà, donc mon actualité, donc la presse, les choses comme ça, voilà, donc les radios que j'ai pu faire, les magazines dans lesquels voilà, je vais écrire, donc certains magazines m'ont fait confiance, maintenant d'autres commencent à s'intéresser un petit peu à mes travaux, je pense à Nexus, voilà, qui s'intéresse un petit peu à ce que j'ai fait. Voilà, donc je parle un petit peu de tout ça. Voilà, d'accord. Je fais un petit panaché sur mon site et puis on peut me retrouver aussi sur Facebook. Hein, n'hésitez pas à me demander en contact. Alors bon, j'ai beaucoup de retard, hein, désolé. Bah oui, on peut le comprendre. Que, bon, voilà, il y a beaucoup de retard, mais bon, voilà. Non, je peux dire aussi que je fais un travail qui me passionne. Bon, voilà, bon, des fois, c'est vrai que je vais pas aussi vite dans l'écriture que je voudrais parce que je fais tellement de choses à côté que bon voilà, entre la recherche, le film, les livres, les conférences, j'ai énormément de travail donc parfois voilà, mais bon j'essaye vraiment de faire de mon mieux et puis voilà et puis bon par contre, bien sûr que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de fans, mais j'ai aussi beaucoup de détracteurs et c'est vrai que je dis alors bien sûr oui bien sûr j'ai des détracteurs, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Ah voilà, mais bon, je me dis, je dis à mes détracteurs, voilà, ceux qui vont me dire, Bleuetdio, elle raconte n'importe quoi. Mais je fais de mon mieux. Simplement, je dis aux gens, je ne force personne à me croire. Voilà, je fais ça. C'est mon intime conviction. C'est simplement que j'ai envie de dire, voilà, moi j'y crois. Je fais de mon mieux pour pouvoir donner un travail. Pour s'approcher de la vérité, en tout cas. Voilà, je suis une chercheuse de vérité. Je fais de mon mieux. Maintenant, si je me trompe, tant pis. Mais en tout cas, voilà, il y a tellement de faisceaux de preuves, il y a tellement de gens qui me font confiance que je me dis à un moment donné, il y a bien quelque chose de vrai. C'est pas possible. De toute façon. Mais voilà, donc maintenant, si on n'accepte pas la théorie néo-évériste, je le comprends. Et puis alors, il y a autre chose aussi. Et ça, alors là, j'en profite pour le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà, vous me parlez toujours des visiteurs de l'espace, mais jamais des Atlantes. Voilà, alors, les Atlantes. Alors, les Atlantes, pour moi, comme j'expliquais souvent, ce sont quand même des Homo sapiens. Voilà. Hein. Donc pour moi, ça n'empêche pas qu'il y ait pu avoir des Atlantes, qu'il y ait pu avoir une forme d'humanité civilisée avant les déluges, les cataclysmes et tout ce qu'on veut, mais qui ait eu à un moment donné, puisqu'on remonte à 6 millions d'années, je pense que ces Atlantes ont peut-être été simplement des humains assez perfectionnés par ces visiteurs de l'espace. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on a des Atlantes qu'ils n'ont pas pu être fabriqués, eux aussi, comme les autres humains, par des visiteurs extraterrestres. Voilà, l'un, je veux dire, c'est qu'une supposition, mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. C'est voilà. Puis aussi, mon grand bonheur de faire partie aussi d'un projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le film de Patrice Pouillard, dans lequel je suis intervenante. Et voilà. Et Patrice Pouillard, c'est un ami que j'apprécie énormément et que j'estime énormément. Voilà, donc ça, je tenais aussi à d'en parler un petit peu, voilà, sur les. Le message est passé. Voilà. La jeunesse de l'humanité, histoire secrète des civilisations. C'est un livre qu'on peut trouver où, Bleuette? On peut le trouver déjà sur Amazon. Oui. Essentiellement, puisque je ne veux pas passer par un éditeur, donc je le fais faire par moi-même. Donc essentiellement sur Amazon. Et on peut m'écrire et je peux aussi l'envoyer directement à la maison, même préfacé. Merci Bleuette et à bientôt. Oui, merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Fréquence Évasion.